à toutes et à tous, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 mai 2022. Nous avons encore la chance ce jeudi d'avoir les deux doyens sur ce plateau. Je veux parler de Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Elhadj Tchaboré Bouraïman, le patron du journal Le Messager. Elhadj, bonjour. Oui, bonjour Anita et bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est ça, c'est en direct, donc bonjour à eux, bonjour à la diaspora également, parce que je peux dire ça fait pratiquement 2 mois, bien 1 mois et demi, qu'ils n'ont pas eu de nouvelles. Vous allez bien? Et non, on va bien. Nous allons tous bien. Non, mais il faut dire la vérité. Non, nous allons tous bien. Il faut dire la vérité. Il faut que les téléspectateurs sachent pourquoi. Le pourquoi, c'est important parce qu'entre-temps, quand nous, on ne venait pas, quand j'étais tombé malade, quand je suis venu, j'ai présenté mes excuses pour que les gens sachent ce qui s'était passé. C'est Anita qui a fait que, il faut que les téléspectateurs le sachent, c'est Anita qui a fait que durant 1 mois et demi, on n'a pas pu faire l'émission parce qu'à chaque fois, elle a toujours reporté, elle dit qu'elle est indisposée, c'est vrai, dans la vie, il y a des moments où la santé peut nous faire faux bon. En tout cas, on profite de l'occasion pour te souhaiter une porte guérison également, parce qu'on s'est rendu compte que tu es rétabli, et tu es rétabli avec de bonnes manières. Les rouges à lèvres, les cheveux qui sont devenus choses. Donc voilà, à peu près. Puis ça nous a arrangé également parce que en cette période, nous, on était en période de carême. Oui, comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est bien déroulé? Le carême et la fête. Non, ça, le carême s'est bien déroulé, la fête s'est bien déroulée également. Malheureusement, tu étais convalescente, on ne pouvait pas te bousculer pour ça. Mais néanmoins, comme chaque jour est une fête chez nous, on estime que les jours à venir, on pourra quand même organiser. Je serai au siège du journal mardi. Pas nécessairement au siège, on peut organiser la fête autrement. On peut organiser la fête autrement. Non. Abbas, bonjour. Cette façon de dire organiser la fête autrement, là, je ne suis pas dans ça. Comment vous allez? Tu comprends ça pour nous? Non. J'ai juste dit je ne suis pas dans ça. Je vais bien, très bien. Et la rédaction du manuel, ça va. Le carême. Ça c'est une passion, la fête. Et ça nous a aidé. Mardi, quand je quitte le siège du messager, je serai au siège du manuel. Donc je pense que c'est le même jour comme vous. Oui. Donc mardi, je quitte là à 14h, je viens chez vous à 15h. Non, du messager au mania, c'est pas long. À 20h. Comment ça à 20h? Non. Si tu peux supporter, cette affaire-là, ça devient compliqué. Eh bien, nous allons continuer notre émission. Nous parlerons dans cette émission de terrorisme. On fera la une des journaux. On parlera de la campagne agricole avec le Mania Libéré. On parlera de la lutte contre la sécheresse et la désertification avec les propositions du chef de l'État. Eh bien, si on a un peu de temps, on parlera de l'affaire du bail Porta-Poti, quelqu'un qui disait ici Poti. On commence avec le terrorisme, triste nouvelle pour le Togo depuis hier. Le poste avancé du dispositif de l'opération Koundouaré dans la préfecture de Pendjal a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et de 13 décès parmi les forces de défense et de sécurité. Tchaboré, apparemment, les efforts consentis par les autorités n'ont pas pu dissuader ces terroristes cette fois-ci. Oui, et c'est ce qu'on a tendance, mais c'est ce que cela semble dire. Vu tous les efforts qui ont été déployés par les autorités, et c'est en dépit de tout que nous avons suivi hier, nous avons eu l'information hier avec ce qui s'est passé, où nos forces de l'ordre et de sécurité ont été fauchées par une attaque lâche, je l'ai dit lâche, des hommes sans foi ni loi. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez, moi je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces vaillants soldats togolais qui sont tombés. Ils sont tombés sur le champ de bataille, ils sont tombés pour que vive le Togo, ils sont tombés pour qu'il y ait la paix dans le pays.
Donc je voudrais m'incliner devant leur mémoire et prier Allah le Tout-Puissant pour qu'ils puissent accepter leur âme dans son royaume. Il n'était pas dans le Togo, ce petit pays. Ah oui, parce que revenons à l'espace de quelques heures. Hein? Quelques heures. Revenons à votre question, c'est pour dire que, au fait, les autorités togolaises ne dorment pas. Et sur ce point, ce n'est pas pour jeter les fleurs, je pense, je l'ai toujours dit, donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui nous revient. Depuis plusieurs années, les autorités togolaises ont dénoncé les événements à travers un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Vous avez vu comment on a réformé l'armée, vous avez vu comment on a réformé le dispositif avec le recadrage sur toute l'étendue du territoire de la structure du fonctionnement de notre armée. Et en plus de cela, il y a des opérations qui ont été organisées conjointement avec d'autres pays. Et d'ailleurs, le poste qui a été attaqué fait suite, a été né de ces opérations qui sont souvent faites en collaboration avec d'autres pays et qui ont permis d'installer ce poste-là pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Encore une fois, je dis, nous nous inclinons devant la mémoire de ces hommes, mais je dis que c'est un coup dur, et cela va également nous interpeller. Quand je dis interpeller, il ne faudrait pas qu'on laisse cette lutte au simple fait des autorités togolaises. Cela doit interpeller également la population, parce que nous savons la manière dont la lutte, la stratégie est déroulée avec ces zones sans foi ni loi. Et ils essaient d'intégrer la population, leur faire des promesses mirobolantes et surtout dans les lieux où la précarité règne en maître, lorsqu'ils arrivent quand même à convaincre ces personnes qui sont en proie à une certaine précarité, ces hommes se laissent aller. Donc voilà pourquoi il faut adhérer à l'appel du gouvernement à travers le ministre de la Sécurité qui demande à ce que, certes, nous gardons notre sérénité, mais également que nous associons à cette lutte en fournissant des informations. Et dans cette situation, est-ce que nous pouvons encore garder notre sérénité? Oui. Il n'y a pas longtemps, on se disait que les pays d'à côté étaient attaqués, mais on se disait nos forces de l'ordre, Là, oui, il faut le dire, Anita. Comme ça fait la deuxième fois que nous sommes attaqués. Nous le disions depuis longtemps. Mais nous le disions depuis longtemps. Il n'y a pas de risque zéro dans cette situation. Et nous le disions depuis longtemps. Les autorités également, je le disais tantôt, ont pris les dispositions en amont. Mais comme je le dis, il n'y a pas de risque zéro. Il fallait s'y attendre que d'un jour ou l'autre, ça devait arriver. J'ai dit ici dans ce studio que ces gens sont dans le mur. Si vous vous rappelez, à plusieurs reprises, j'ai dit que ces gens sont dans le mur. De l'homme à 5 à 6 également. Et que les informations que certains n'ont pas et la population n'a pas, ce qu'il y a eu des années, des moments où on a fait ramener 17 djihadistes qui ont été arrêtés dans ce pays et à l'ONU, on les a fait ramener vers le Burkina. Ils ont été arrêtés et ils ont été ramenés vers le Burkina. Mais cette information n'a pas été dite. C'est une manière de ne pas semer la psychose au sein de la population. Ça veut dire que c'est depuis longtemps que ces gens opèrent et ils sont en train de chercher les stratégies, bien une poche pour pouvoir se localiser et mener leur opération, mener leur opération de mauvaise foi, si je peux le dire ainsi. Mais tout compte fait, on ne doit pas céder à la panique. Parce que nous sommes en guerre contre ce phénomène. Les autorités nous l'ont rappelé, il va falloir que la population puisse s'associer en donnant les informations qu'il faut et ne pas laisser aller à ces promesses. Je le disais tantôt. Mais au même moment, il faut interpeller les autorités, les plus hautes autorités, de faire en sorte que ces zones qui sont délaissées, qui sont en proie à cette précarité et qui facilement peuvent se laisser aller, que ces zones soient dotées de ce qu'il faut, au moins du minimum, pour éviter que les jeunes se laissent aller à ces promesses de ces hommes sans foi ni loi. Alors, Abbas, le ministre de la Sécurité, dans son communiqué, a appelé la population à collaborer tout à l'heure dans son développement. J'aimerais aussi la noter que la population doit collaborer. Comment cette population doit-elle collaborer avec les forces de défense et de sécurité? Avant tout, il faut que nous nous inclinions devant
la mémoire des disparus, en se présentant nos condoléances aux familles biologiques et aux forces de sécurité, de défense et de sécurité. Et quand on parle de collaboration avec la population, c'est ça donc qui est le problème. C'est la collaboration exacte, directe. Cette collaboration vient du fait qu'il faut dénoncer tous les actes délictueux que vous voyez, toutes les personnes que vous voyez qui sont douteuses autour de vous, vous devez les dénoncer. Parce que quand ces personnes arrivent, c'est les fils de la localité qui prennent. Actuellement, ce qui se passe au Burkina, ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui tuent leurs propres frères. Et c'est eux, ce sont ces Burkinabés-là qui ont traversé pour organiser cette attaque. Ce n'est pas que quelqu'un est venu de quelque part. C'est par rapport à ce qui se passe au Burkina que moi je dis il faut faire attention. Parce que là, ils n'arrivent pas à maîtriser ça parce que c'est les populations locales qui sont recrutées pour tuer leurs propres parents. Et au Burkina, on a mis en place un dialogue local pour amener les uns les autres à dire pourquoi vous venez vous tuer vos parents. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous tuez vos parents, pourquoi? Les gens sont là. Il y a aujourd'hui ce qui s'est passé. On peut se dire que vous êtes en colère contre les autorités. Maintenant, vous tuez vos parents. Ici, là, ce n'est pas le problème d'autorité. C'est pour faire mal. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils veulent faire l'expansion de leur religion. Pas celui-là qui a fait le groupe islamique qui s'est revendiqué de cette attaque hier. Ce groupe-là dit qu'il est en train de faire l'expansion. Il a commencé par le Bénin. Il y a des attentats et des morts aussi au Bénin. Oui. Et il est venu au Togo. Malgré le cordon qui a été formé par les 5 pays, le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, on a été attaqué. Et c'est à la mouchure, effectivement, qu'on a été attaqué. Donc, ils ont tenté. C'est un défi. Ils ont défié même l'autorité même de ces 5 pays-là qui forment, parce que c'est la base militaire là qui a été attaquée, pour vous dire que ce que vous faites là, ça nous fait une mission une fois. Donc, c'est aujourd'hui la partie aux populations et aux autorités gouvernementales de faire tout pour que ce problème soit renforcé. Parce que moi, j'ai cru que par rapport à cette attaque, il y a eu un petit relâchement, parce qu'on croyait que ça ne va pas arriver d'ici tout. Parce qu'il faut s'y attendre. Si les gens sont partis et revenus, c'est qu'ils sont allés se préparer. En 6 mois, ils sont préparés pour pouvoir attaquer là où ils peuvent attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir que quand on prend l'historique de cette histoire du djihadisme, ça a commencé, c'est depuis la Libye et autres là. Mais après au Mali, quand ça est revenu au Mali, ça s'est rabaissé. Et c'est en 2014 que ça a repris. Et quand ça a repris, c'est avec beaucoup d'intensité. C'est avec beaucoup d'intensité, ça a pris beaucoup de villes. Et jusqu'à nous au Niger, aujourd'hui ça vient au pays petit. Donc il faut faire attention. Quand le ministre a appelé à la collaboration des populations, c'est qu'on ne peut pas comprendre que des gens la nuit viennent en moto, ils viennent dans votre localité en moto, plus de 60, et personne n'apprend rien, n'entend rien de ça. Alors que j'ai appris qu'il y aurait eu des sensibilisations lorsque la première attaque est arrivée, des sensibilisations ont été faites au niveau des populations de collaborer avec les forces de sécurité et de défense. Parce que les forces de sécurité et de défense ne peuvent pas elles seules faire le travail. Et ils ont les armes. Il y a les renseignements. Mais il faudrait profiter aussi des populations locales pour que, à chaque fois, il y a des informations qui peuvent filtrer. Sinon, s'il n'y a pas ça, c'est des attaques surprises là qu'on va assister. Et c'est dommage pour notre pays. Donc il faudrait, parce que le monsieur dit qu'il revendique, c'est un groupe islamique qui dit qu'il revendique l'attentat. Quand quelqu'un revendique, c'est comme ça, ça a commencé au Mali. C'est que ça va prendre de l'ampleur et lui aussi se prépare en conséquence pour faire des tests que ce qu'il veut, il va attendre son bouton, les autorités
Et les populations ne doivent pas se laisser faire. Tant qu'il y a certaines choses qui circulent, donc il faudrait que la population s'y implique davantage. J'ai vu sur les réseaux sociaux tout de suite, là, il y a des choses médiatiques qu'on a fait pour demander aux populations de collaborer. Cette collaboration est très nécessaire parce que les gens là sont dans notre pays. Alors, on parle de collaboration, mais dans cette situation, ce sont des militaires. Hein. Est-ce que vous, en tant que civil, vous avez remarqué un mouvement qui semble être suspect? Est-ce que vous pouvez vous avancer vers ces militaires-là et leur parler sans problème, sans qu'après vous ne soyez interpellés? Oui. Parce qu'avec les militaires, ce n'est pas comme avec les policiers et les gendarmes. Hein. Non, qui va vous interpeller? Parce que déjà, les militaires, à travers leur hiérarchie, savent qu'on a décrété la collaboration avec la population. Et si vous avez un certain nombre d'informations et que vous venez vers cette hiérarchie pour dire, bon voilà, j'ai eu tant, pourquoi vous serez inquiété? Je ne crois pas. À moins que vous me dites que de l'autre côté, des djihadistes, vous pouvez être inquiété. C'est là où il faut être très vigilant. Non, si vous collaborez avec les forces de l'ordre, surtout, oui. Vous savez que vous êtes en sécurité, oui, justement, par rapport à votre vie. À votre vie. De l'autre côté, peut-être on peut dire que, comment vous avez fait pour faire tant, on peut vous interpeller, vous restez avec eux pendant 2 jours pour répondre à certaines questions là. C'est là le but de ma question. Non, ça dit qu'avec les forces de l'ordre. Oui. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est la collaboration. Et ce n'est pas pour vous inquiéter. Au contraire, c'est pour avoir plus d'informations, pour pouvoir. Alors, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui doute, ou bien quelqu'un qui a la mauvaise foi, ou bien une mauvaise intention, va se présenter aux forces de l'ordre pour lui dire que j'ai senti un tel mouvement, ou bien j'ai telle personne, j'ai tel groupe de personnes qui circulent, ou bien qui font des mouvements et que je suspecte. Non, je ne crois pas. Au contraire, moi, je me dis que là où il y a problème, c'est que lorsque vous venez dénoncer, c'est pourquoi il faut être très vigilant. Lorsque vous venez dénoncer, et en votre sein, au sein de la communauté, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec vous. Ceux-là peuvent également aller vous vendre la mèche du côté des malfaiteurs. C'est important parce que ce que vous ne savez pas, ce qui s'est passé, il y a de cela, je crois c'est 1 an, la première attaque qui était 6 mois, la première attaque, c'est qu'il y a un jeune qui est au niveau de la frontière de Saint-Cassé, qui est un mécanicien, qui a été égorgé par les djihadistes de l'autre côté, de cette manière, parce que c'est un mécanicien et c'est lui qui arrange les motos. Quand les gens viennent, ils ne savent pas que en son sein, ou bien ceux-là qui viennent, il y avait des malfaiteurs qui sont parmi eux. Quand ils arrangent les motos et on parle du phénomène, il prend position, il dit mais ça c'est mauvais. Comment dire, la religion ne dit pas ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu lui dire qu'il y avait un certain nombre de motos qui sont datées de l'autre côté. Et il a traversé, qu'il fallait qu'il l'amène là-bas pour. Il a traversé. Et c'est là qu'il a été égorgé. Donc vous comprenez que c'est parmi la population que les gens ont vendu la maison. Il va falloir faire attention. C'est en cela qu'il faut dire que les autorités, en plus de ce qui a été mis en place, doivent encore redoubler d'efforts, donner plus de moyens à nos FDS et encore pas les moyens humains, mais les moyens matériels pour pouvoir blinder la zone et sur les qui-vive. Ce n'est pas là-bas la zone, parce que souvent, quand ça se passe comme ça, quand ils ont frappé, on dit qu'ils ne sont pas dans la capitale. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit quelque chose tantôt. Je ne voulais pas faire peur aux gens, mais on a eu à prendre beaucoup de gens dans la capitale qu'on a ramenés. Mais les gens ne le savent pas. Ça, c'est une information que depuis j'ai des amis, les gens ont gardé. Donc, quoi qu'il en soit, cherchons à collaborer. Et quand vous collaborez, je ne suis pas sûr que vous ne serez pas protégés. Il faut qu'on rassure la population, surtout de ces zones qui sont fragiles ou bien qui sont exposées à ces genres de phénomènes, que ces populations puissent collaborer et que l'autorité puisse prendre les dispositions, mettre les moyens matériels et humains à la disposition de ces zones pour que lorsque quelqu'un essaie de dénoncer, que la personne ne puisse pas être inquiétée de l'autre camp. Moi, je vais bien parler de l'autre camp. Alors justement, nous avons la chance d'avoir un LAD avec nous. Dites-nous, est-ce que la religion, votre religion, égale terrorisme? Bon, entre parenthèses, on dit que ce n'est pas nécessairement être un LAD, ne veut pas dire nécessairement maîtriser la religion. Bon, tout comme ça, c'était une parenthèse. Mais
la religion musulmane, la religion de l'islam, c'est quoi? C'est la paix. Le vivre ensemble, c'est la définition en Azor. Ce que les gens confondent, cela n'a rien à voir. Ce qui se passe avec ceux-là qui disent vouloir répandre la religion avec ces actes, cela n'a rien à voir avec la religion. Et on le dit, je ne suis pas le premier à le dire. L'autre fois, lors de la grande prière, le président adjoint de l'Union musulmane l'a dit, l'imam Sami l'a dit, et tout le monde le répète. La religion musulmane, l'islam n'est pas une religion de violence. Il faut que les gens le sachent. C'est ce que nous avons appris de nos petites connaissances, c'est ça. L'islam n'est pas une religion de violence. Alors là, mais les gens qui se basent sur l'islam, c'est tout. Il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Sachez que les gens ne sont pas des musulmans. Donc, mais pour l'islam, pour dire, oui, justement, c'est là où le bas blesse. Pour dire encore une fois, basons-nous sur ce qui s'est passé avant-hier dans la nuit du 10 au 11 pour redoubler de vigilance et continuer par sensibiliser la population sur toute l'étendue du territoire. Abbas l'a dit, et toi aussi tu venais de le dire. Qui sait si les gens là ne sont pas dans d'autres contrées de notre pays. Redoubler de vigilance. Donc ça veut dire que nous devons prendre nos bâtons de pèlerin, journalistes, députés, élus locaux, ministres, tout le monde. Mettons-nous en marche pour qu'ensemble on puisse venir à bout, ou bien qu'on puisse lutter contre ce phénomène, parce qu'ils sont là, ils sont là. Justement, vous avez parlé de tout le monde, et déjà hier, il y a des communiqués, des réactions qui fusent de partout. Les FDR de Maître de Diapé vont, dans un communiqué, à condamner Abbas cette attaque et demande au gouvernement de prendre les mesures utiles et nécessaires pour protéger le pays contre ce fléau. Et selon ce parti toujours, la pauvreté constituerait un terreau fertile pour le terrorisme et l'extrémisme. Abbas, dites-nous, vous pensez que la pauvreté pourrait être un facteur majeur dans ces actes que posent ces personnes? C'est le premier facteur. C'est le premier facteur. Quand la population se sent délaissée, elle tombe facilement dans ce piège. Je l'ai dit tantôt. Parce que c'est pour cela que vous voyez ces derniers temps, le gouvernement se déplace vers le nord, faire des réalisations vers les contrées des savanes où il y a la pauvreté extrême, pour permettre à la population de vivre aussi comme les autres. Parce que quand ces gens arrivent, c'est qu'ils recrutent ces gens, ces fous parmi la population pauvre. On vient vraiment, on te dit, on peut dire à un parent que bon, prends 200 000, prends 50 000, les gens qui n'ont jamais vu ce qu'on appelle 10 000 francs, et on leur tend cet argent-là, et puis c'est fini. C'est vrai, surtout quand on leur donne ça en coupure de 1000 francs. 1000 francs là, c'est tout. C'est beaucoup, hein? C'est 50 000 francs en coupure. Non, 50 000 francs, c'est trop. Selon les informations, avec 20 000 francs, Avec 20 000 francs, on arrive à enrouler les gens. On enroule ces gens-là, et puis même, on nous dit que bon, vous n'avez pas tenu ici, non, pour vous faire des forages et autres là, puis ça passe. Allez tuer vos frères. Allez tuer vos frères. Donc, on vous organise comme ça pour dire, on va vous sortir de la pauvreté. Quand on sort, pour sortir de la pauvreté, est-ce que vous avez besoin que je tue quelqu'un? C'est ça, ce qui est insensé chez eux là, c'est de faire mal à tout le monde, pas aux autorités. Quand ils arrivent là, c'est dans leur tête. C'est pourquoi la question tu as posé l'islam, c'est la tolérance, c'est la paix. Le mot islam, quand tu l'expliques là, c'est la paix, la tolérance. La guerre sainte dont on parle, ce n'est pas cette guerre sainte là que les gens, le djihadisme, que la guerre sainte que Mahomet avait menée, ce n'est pas ça que nous sommes là. On ne gorge jamais. L'islam ne tue jamais. En islam, on ne va pas dire que quelqu'un va égorger son prochain. On dit c'est Dieu qui a donné la vie, c'est lui qui le prend. Personne d'autre ne peut te ôter la vie tant que Dieu le dit. Mais ces gens qui se servent des fous de Dieu, qu'on les appelle, des fous de Dieu qui viennent, qui disent qu'au nom de l'islam, que Allah va pour faire vous permettre des forfaits et dire qu'ils sont des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. C'est des saints. Ce n'est pas des musulmans. Comme dirait quelqu'un, ce sont des voyous cachés. C'est des voyous cachés, c'est des fous de Dieu, c'est des satans. Donc,
Aujourd'hui, ce qu'il faut faire quand nous voyons quelque chose de suspect, il faut le dire, il faut le dénoncer. Les partis politiques qui ont commencé par réagir doivent réagir positivement parce que ça nous concerne tous. Et j'ai vu que l'ensemble des partis politiques demandent au gouvernement de prendre beaucoup de mesures. C'est normal. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Il est en train de prendre beaucoup de mesures. Mais on doit aussi inviter la population à être du côté du gouvernement pour l'aider à démasquer. C'est le moment également pour ces élus locaux-là et également ces élus du peuple-là de retourner dans leur contrée. Même la décentralisation également qu'on a là. Pour faire quelques réalisations pour permettre à ces jeunes-là de ne pas tomber dans les réseaux. C'est pour ça que l'autre fois, j'ai aussi félicité le député, c'est le dépôt aussi qui faisait aussi des réalisations aujourd'hui, s'il y a ces réalisations qui occupent ces jeunes, personne ne viendra même leur dire viens dans le banc, viens faire ceci, parce que le jeune, il est loin de la pauvreté. Le jeune, tout ce qu'il a, c'est d'aller faire quelque chose, de trouver quelque chose à manger, que d'aller être amoureux et aller tuer ses propres parents. Donc aujourd'hui, la pauvreté, c'est le premier élément même, l'un des éléments, même le maillot même de ce djihadisme-là dont on parle. Vous avez vu que la première fois, le gouvernement, les autorités, le ministre a évité de parler de djihadisme. Oui, il a dit agression terroriste. C'est ça. Mais pour ceci, c'est que les gens réclamaient. Ils ont revendiqué l'attaque. C'est pour cela qu'on parle maintenant de djihadisme. Sinon, tout ce qu'on dit, c'est une agression, des agressions. Mais quand quelqu'un revendique, c'est que ça devient, il s'identifie à ça. Il faudrait contrôler le moyen pour le contrôler. Alors, même question pour vous, Tchadoua, rapidement, quand on passe à la une des journaux. Non, je l'ai déjà dit, premièrement, dans mon développement, j'ai que dans ces zones, la plupart du temps, c'est la pauvreté. Les zones qui sont pauvres sont des zones exposées à ces genres de choses, parce que lorsqu'on vient vous faire des promesses, qui sont des promesses mirobolantes, même celles qui ne sont pas mirobolantes, on vous fait une petite promesse de 10-15 000 pour pouvoir vous enrôler quand vous êtes pauvre. Ou bien quand vous êtes dans l'extrême pauvreté, vous serez tenté d'accepter. Quelqu'un qui n'a jamais. Justement, vous serez tenté d'accepter. Donc, je pense que. 15 000 francs. Ce qu'il peut faire avec justement, c'est déjà bon. Vous l'avez vu, en dépit des actions qui ont été faites ces derniers temps par les autorités togolaises. Parce qu'il faut le dire, les autorités togolaises avaient vu le danger venir. Je le disais en début de l'émission que depuis, on sentait le danger venir. Et les autorités togolaises également avaient senti les autorités venir. Vous l'avez vu, ces derniers temps, les conseils des ministres qui ont été délocalisés et autres, et on a profité pour poser un certain nombre d'actions, rentrer en contact avec l'opération, ce n'est pas rien. Même si les gens ne voulaient pas nous dire, on sent que les autorités avaient déjà les informations sur les tentatives d'incursion qui s'étaient annoncées. Bien sûr que ça veut dire pas des réunions. Oui, ça veut dire que, au-delà de tout, il faut dire que ça veut dire que la population joue son rôle. Mais ce n'est pas encore ça. Si les autorités sont arrivées à avoir un certain nombre d'informations, ils ont commencé par poser des actes dans ces zones. Je pense que les populations, à la base, ont joué un rôle. Mais il va falloir redoubler de vigilance. Ces zones, il faut le dire, vous allez constater que tous ces djihadistes, ou bien ces djihadistes qui attaquent les zones nord. Et les zones nord, la plupart du temps, sont les zones pauvres. Les zones exposées à de l'extrême pauvreté. Ces zones exposées à de l'extrême pauvreté, si aujourd'hui les autorités sentent le besoin de sentir le besoin, ou bien ils veulent éviter que ces zones soient exposées à ce genre de phénomène, je pense que ce qui est en train d'être fait, qui a commencé par avec les autorités à Dapao, Mango, Mandial, je pense qu'il faut accentuer, en plus du fait qu'il faut donner les moyens matériels, les moyens humains à nos FDS, il faut accentuer un certain nombre d'actions pour pouvoir permettre à la population de vivre plus ou moins décemment et éviter de se laisser aller, éviter de ces tentatives. Alors, de ces tentations, pardon. Alors, merci.
À vous, nous continuons cette émission avec cette fois-ci la une des journaux. On parlait de la vie chère. Voilà que l'insécurité s'est invitée également dans la danse. Nous prenons le Mania Libéré. Voilà, le Mania Libéré qui nous parle de la sécurité alimentaire. Point sur les mesures prises par le ministère de l'Agriculture pour le bon déroulement de la campagne agricole 2022-2023. Abbas, quelles sont ces mesures-là? Il y a plusieurs mesures qui sont prises. C'était à une conférence de presse du ministère de l'Agriculture qui a présenté ces mesures pour la campagne 2022-2023. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes au niveau de l'engrais. Il y a des problèmes, donc il y a la subvention qui a été faite par rapport à ces engrais-là. Apparemment, malgré la subvention, ce n'est pas encore ça. Oui, mais ce n'est pas encore ça parce que ça dépend. Le problème n'est pas de subventionner, c'est avoir la quantité suffisante d'engrais pour combler les besoins des agriculteurs. Parce qu'on peut dire que c'est 14 000, c'est 15 000. Mais si l'engrais est en quantité insuffisante, c'est qu'on n'a rien fait. Donc le gouvernement a dit au niveau du ministère de l'Agriculture a commandé beaucoup plus d'engrais pour que ça soit accessible à tout le monde. Il a parlé de 76 000 tonnes d'engrais qui sont déjà déversés pour couvrir les problèmes. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, ces mesures sont faites. Il y a aussi d'autres mesures qui étaient prises par rapport à la ZAP où on fait des zones améliorées et on permet, même s'il n'y a pas de pluie, il y a des forages. Il y a des forages un peu partout qui sont mis à l'eau. Voilà. Donc c'est ça, ce sont ces mesures-là qui sont prises pour permettre à... Il y a la pisciculture. Pisciculture, il y a même l'agriculture, il y a plusieurs sortes de choses que les gens font là-bas, même l'élevage, tout ça là, ça leur permet de faire. Donc beaucoup de mesures ont été prises. Ils ont cité ces mesures-là et nous les avons rapportées dans le journal pour dire que aujourd'hui, l'agriculture n'est pas délaissée. Seulement, il faut encourager aussi les jeunes qui sont là à pratiquer l'agriculture parce que les gens voient beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus aller au champ. Alors que l'agriculture, c'est là même qu'il y a l'argent. L'argent, il y a l'argent là-bas. Quand tu approches même le ministère de l'Agriculture, ils vont te dire que là où il y a l'argent, là, c'est dans l'agriculture. Pas besoin d'aller au ministère. Je vous disais tout à l'heure que j'ai eu la chance de visiter 2 ZAP là. Les ZAP là, c'est pour toi même. Non, c'est pas pour moi. Ah, c'est pour les personnes. Je vous dis que les gens, ils ont de l'argent. Hein. C'est beaucoup d'argent. J'encourage ceux-là qui ont envie de quitter les terres pour nommer à rester là-bas et cultiver. Il y a l'argent là-bas. Donc, ce que les gens ne savent pas, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on va se dire et par rapport à ce que vous étiez en train de dire, plusieurs de nos autorités, je l'ai dit, les gens peuvent chercher, sont de grands agriculteurs. Ils ont de grandes fermes qu'ils cultivent et au contraire, c'est ça même qui leur donne leur richesse. Les gens pensent que c'est dans les bureaux et autres. Non. Plusieurs de nos autorités ont de grands champs, que ce soit ici, vers Palimé, ou bien à l'intérieur du pays, parce que j'ai été témoin oculaire, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Donc je ne veux pas parler de moi-même, qui me suis intéressé au travail champêtre, parce que j'y étais, d'abord j'étais un grand travailleur du champ, mais je me suis également intéressé au champ. Et si vous voulez, peut-être d'ici 1-2 mois, je vais vous présenter le maïs que j'ai eu à cultiver. Donc, ce sont des promesses qu'on vous fait sur le plateau après. À base, vous vous souvenez? Non, il suffit des promesses ici. Il suffit de me dire, c'est parce que tu m'as fait un feu bon. Parce que c'était un deal. Donc, pour appuyer ce que Abbas disait, je pense que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a fait un certain nombre d'actions. Ça, il faut le dire. Et beaucoup se plaignaient par rapport au prix élevé de l'engrais qui est à 18 000 francs, le sac de 50 kg, et comparativement à ce qui se passe dans d'autres pays qui nous entourent. Mais la vraie information n'était pas là. C'est pourquoi l'autre fois c'était intéressant que ceux-là
ou bien que nous puissions aller écouter les responsables du ministère de l'Agriculture pour dire quoi? C'est vrai que dans le Togo a subventionné, parce que c'est des milliards que le Togo a mis pour pouvoir subventionner, mais c'est aussi vrai que le prix qui a été présenté à la population, il faut le dire, le prix est trop par rapport à la vie, par rapport aux difficultés, mais comparativement à ce qui se passe dans la sous-région, je pense que le Togo est mieux menti. Par exemple, au Ghana, si vous allez là-bas, le prix de l'engrais, selon ce que nous avons eu comme information, ça tourne autour de 30 000. Même au Burkina, ça tourne autour de 30 000. Et même au Mali, où les gens parlent de 12 000, de 14 000, ce n'est pas ça la réalité. Et en plus de ça, la disponibilité n'est pas là. Contrairement au Togo, où il y a la disponibilité. Sauf au Bénin, que je sais que l'engrais, le sac de 50 kg est à 14 000. Et pourquoi il y a les non-dits là-bas que nous n'allons pas étaler ici? Vous comprenez, celui qui est aujourd'hui à la tête du pays était pratiquement dans cette activité. Et vous allez comprendre que facilement, il peut avoir un certain nombre d'avantages ou un certain nombre de stratégies qu'il faut mettre en place pour faciliter. Maintenant, là où le bas blesse, je continue un peu, là où le bas blesse, ce que les gens ne peuvent pas comprendre, que nous puissions produire, ou bien que nous ayons le phosphate dans notre pays et qu'on ne puisse pas produire de l'engrais pour que ça puisse agir sur le coût. Parce que nous avons le phosphate et notre phosphate est prisé. On devrait quand même profiter de la situation, faire en sorte qu'on puisse produire de l'engrais chimique aujourd'hui et comme ça, ça va agir sur l'engrais. Au lieu que ça soit 18 000, on peut le vendre à 10 000. Et c'est en ce sens que moi j'accuse nos autorités. Depuis, cette politique n'a pas été mise en place. On ne peut pas dire que nous soyons un pays producteur de phosphate et qu'on ne puisse pas produire de l'engrais sur place. Il faut que les autorités s'y mettent dans ce climat et fassent en sorte que nous puissions avoir des usines, nous puissions avoir le schéma pour produire de l'engrais à travers les phosphates et comme ça, ça va permettre à la population d'acheter un sac de 50 kg à 7 000 francs. Moi, je pense que c'est là-bas qu'il faut, il faut vraiment interpeller les autorités. Une autre question, Tchabouré, entre-temps, on avait parlé de détournement d'engrais ici. Est-ce que le ministère a déjà pris des mesures? Oui, sur ce point, ils nous ont annoncé que les dispositions ont été prises pour éviter. Voilà comment cela se fait. C'est-à-dire que lorsque le besoin, c'est les 7 000 francs, les 16 000, un tonne de choses qui ont été déversées sur les sanitaires, ça commence par le chef du village ou le chef de canton. Tous ceux qui sont dans le besoin vont s'enregistrer, puisque le chef du village connaît ces personnes, connaît sa communauté, vont vous enregistrer. Et c'est à travers cet enregistrement qu'on prend pour aller au niveau de l'Acasia, c'est-à-dire l'Institut d'Acasia, c'est une cellule qui est chargée de coordonner l'approvisionnement et la distribution de l'engrais. Et maintenant, on amène la liste à ce niveau. C'est à travers cette liste qu'on peut donner chacun l'engrais dont il a besoin pour éviter que les gens puissent spéculer. Ça veut dire quoi? Tout est contrôlé. Toutes les quantités qui ont été mises à la disposition du Togo est contrôlée. Et aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où je vous parle, au niveau du ministère de l'Agriculture, tout a été organisé de manière que les gens sont sur toutes les unités. Le maire à Dabao pour pouvoir suivre comment la distribution est faite. C'est à cela qu'il faut apprécier vraiment le chemin. Merci, on espère qu'on aura assez de produits pour les années à venir. Alors, nous poursuivons avec la une des journaux. Cette fois-ci, nous sommes avec le messager de El Hadj Tchabouré Bouraïma. Je rappelle que je ne veux pas faire de gel. Le maillot libéré dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. J'ai ajouté le seulement. Tu as souvent fait des jaloux, au point que même les téléspectateurs me posent la question, qu'est-ce que j'ai avec vous et qu'est-ce que tu as contre Mania Libéré? Je n'ai rien compris, c'est mon vieux père, donc il n'y a rien. Ou bien le vieux. Le messager qui est dans les kiosques aussi depuis hier au prix de 250 francs seulement. Le messager qui nous parle de COP 15 sur la lutte contre la sécheresse et la désertification, les propositions du Togo Fonds École. Alors, quelles sont ces propositions-là? Ah oui, vous vous rappelez que... Voilà, je veux revenir à notre école. Justement, vous savez que le chef de l'État était, je crois, le lundi dernier à Abidjan pour assister à cette rencontre qui devrait parler des moyens qu'il faut mettre en place, ou bien des stratégies qu'il faut mettre en place pour lutter contre la sécheresse. Et vous savez, nous sommes en train de parler de l'agriculture tout à l'heure. Ça a un lien.
Ça a un lien. Donc, c'est pas pour rien que j'ai choisi les deux types. Justement, ça a un lien. Et vous savez, en matière d'agriculture, le Togo est très avancé. En matière de lutte contre la sécheresse, le Togo est très avancé avec un ministère de l'environnement qui est là et qui joue un rôle très important. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'annonces et d'autres actions qui ont été faites poser. Où on nous parle de près de 25 000 plants qu'il faut, ou bien de près de 100 000 plants qu'il faut planter d'ici 2025. Donc ces annonces ont été faites. Et la journée de l'eau qui avait été instituée depuis 1974, je crois, est fait sur son cours de chemin et a permis de faire un certain nombre de choses. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu la mauvaise foi des populations, de certains commerçants qui ont dévassé les terres. Mais il y a un plan bien stratégique qui a été mis en place par le gouvernement togolais et aujourd'hui qui fait école. Et c'est ça que le chef de l'État a allé présenter. Lors des interventions, le chef de l'État a présenté les dispositions qui ont été prises par son gouvernement pour pouvoir venir à bout ou bien réduire un tant soit peu ce phénomène de sécheresse qui affecte également la vie sociopolitique et la vie socio-économique de notre pays. Vous savez que c'est un truc qui est lié. Il y a un lien entre la sécheresse, la déforestation et l'agriculture. Donc, dans ce domaine, le Togo est très avancé avec beaucoup d'actions. Je ne vais pas me mettre à citer ces actions. Et c'est ces actions, évidemment, qui ont été présentées par le chef de l'État et qui ont fait école où les gens estiment qu'il faudrait quand même s'appuyer de ce que le Togo a fait pour répandre ça dans d'autres pays. Donc ça veut dire que ce que nous faisons est bien suivi par d'autres pays, nos pères d'autres pays et d'autres populations et qu'il faut continuer dans ce sens, mais également chercher à faire encore mieux. Alors, Abbas, un mot sur ce sujet de Tchaboré avant qu'on passe au dernier sujet. Comment vous l'appelez? Du bas Poti. C'est la désertification avance à grands pas parce que les terres cultivées sont en train de partir. C'est par rapport au fait que les gens, au comportement même des populations elles-mêmes, où les gens coupent les arbres sans les reboiser. Donc ça contribue maintenant à l'avancée de ce qu'on appelle le désert. Et le désert qui avance du nord vers le sud fait qu'on n'a plus de terre cultivable maintenant. Donc c'est pour cela qu'on a proposé de faire des reboisements et d'ici 2025 on a prévu un certain nombre de plans à mettre sous terre afin qu'au moins on puisse bloquer la désertification et que la population puisse retrouver les terres à cultiver. Parce que l'agriculture, c'est déjà quelque chose, le pouvoir même de l'économie d'un pays, l'agriculture. Parce que sans agriculture, les gens ne peuvent pas vivre. Les maïs que le bol de maïs a 2000 francs. Hein. Nous savons également ce que l'arbre joue. On sert de pluviométrie. Vous comprenez que ce qu'Abbas dit, c'est tout à fait normal. Si c'est qu'on pouvait depuis 1977 qu'on a fouilladément mis en place cette politique la journée de l'arbre. Si depuis ce jour-là, on mettait chaque jour, on a dit, on faisait les mains. Et s'il y avait des entretiens, on entretenait bien ces arbres-là. Aujourd'hui, le désert n'allait pas nous prendre. Avant, quand vous prenez la direction pour aller vers le nord, vous allez voir les tecs au bord de la route. Mais aujourd'hui, quand vous partez, tout c'est coupé. Et souvent, vous entendez ceux-là qui font qui ciblent les arbres, avec les machines. Les machines là, et les gens viennent vendre ça, exporter. Les textes n'existent plus. Ça contribue maintenant à l'avancée de ces déserts. C'est pas qu'il faut préciser, il faut ajouter, c'est à la faveur des années 80. Des années 80, les gens ont confondu démocratie et ont laissé aller libertinage. Alors, la démocratie et tout ce qui va avec, il faut le dire comme ça. Nous allons terminer cette émission avec cette affaire-là qui fait bruit depuis un certain temps, avec des images pas possibles que nous avons eu à voir nos sœurs, nos frères qui s'adonnent à certaines pratiques, je peux dire inhumaines. Tchaboré, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire influenceur ou influenceuse égale à vendeur d'illusions?
parce qu'on est ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, ce que je vais dire, ce qu'on a vu. Moi, ce que je vais dire, moi, ça m'engage. Moi, je n'ai jamais aimé ces histoires d'influenceurs, ces histoires d'influenceuses. Moi, ça ne m'a jamais venu il faudrait la tête de suivre ces gens-là. Parce que là où vous êtes, est-ce que vous avez encore besoin de suivre qui? Non, j'ai besoin, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. J'ai besoin de suivre. Mais c'est quand même dégueulasse que les gens quittent un bon matin. Regardez, ceux-là même qui disent, qui sont les influenceurs, qui donnent des conseils. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire que toi, Anita, tu ne connais pas? Il suffit d'une bonne dose de volonté. Les gens profitent de la naïveté des populations, de la naïveté de nos soeurs, de la naïveté de nos frères pour se hisser, pour se faire, pour se donner des noms pour lesquels ils ne sont pas. Tous ces influenceurs, toutes ces influenceuses, qu'est-ce que je dis? C'est pourquoi j'ai aimé certains qui sont sortis pour dire la vérité. Il y a beaucoup parmi eux, ou bien beaucoup parmi elles, qui enlisent nos soeurs, qui créent même des problèmes dans des foyers à travers ce qu'ils disent. Justement, moi je n'ai pas compris. Il y a des journalistes qui avaient fait des sorties. C'est ça, à ces femmes-là. Moi je n'ai pas compris. J'ai entre-temps, il semble qu'il y avait une qui était venue à lever ici, et certains se sont précipités pour aller. Mais écoutez ce que la dame dit. Moi j'ai écouté un peu ce que la dame dit. C'est pas possible. Ce sont des trucs qui cassent le foyer. Ce n'est pas normal. En tout cas, moi, franchement, je ne me permettrai pas de succès. Et voilà là où nous en sommes. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où tout se passe dans un monde, mais je pense que nous devons nous-mêmes commencer par éduquer nos enfants dès le bas âge. Et c'est ce que nous éduquons à nos enfants. C'est ça. Alors dites-moi, quelle sera votre réaction quand vous revenez du service le soir, vous venez votre fille devant son téléphone en train de suivre cette coach dont vous parlez, nous ne voulons pas donner de nom. Oui, non, attends, il faut donner de nom. Non, vous savez, je dis une chose, le monde a pris une autre, le monde évolue du matin. D'ailleurs, même quand je reviens du boulot et que mon enfant sait que je suis arrivé, ça je vous le dis, même si elle était au téléphone, elle cesse. Ça, je ne vais pas étaler, elle cesse. Mais si par hasard, éventuellement, je constate qu'elle est en train de suivre, je vais lui poser la question. Qu'est-ce que tu trouves de possible dans ce qu'il dit? Je veux qu'elle me dise. Je dis, en tout état de cause, nous avons une éducation que nous devons inculquer à nos enfants. C'est vrai, on ne peut pas suivre nos enfants de partout. Elles sont là, elles sont avec leurs amis à l'école, on ne peut pas les suivre. Il y a des choses qu'elles font que nous ne maîtrisons pas. Mais je pense qu'à travers ce que nous donnons, nous leur donnons à la maison, et les enfants savent notre ligne directoire, ce que nous voulons, notre ligne directrice, ce que nous voulons. Je pense qu'elles seront à 90% inscrits dans ce sens. Franchement, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir que ceux-là qui se disent influenceurs, suivent un peu leur vie depuis le bas âge jusqu'à ce jour, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a cloché et c'est pourquoi ils sont lancés dans cette histoire d'influenceurs. En tout cas, c'est mon point de vue, je l'ai dit au début, moi c'est ce que je crois et franchement, je pense que cela ne m'ajoute rien et ne peut ajouter rien à ma Apparemment, tous les hommes qui passent sur ce plateau sont contre ce phénomène. Je vais tâter le pot de Abbas voir. Abbas, influenceurs, vendeurs d'illusions, on nous montre des Range Rover, des maisons avec piscine et autres là, et à la fin, on découvre ce qui se passe ailleurs pour qu'on ait assez d'argent. C'est le monde à l'envers. Comme le dit quelqu'un, le monde part en couille parce que je ne sais pas le problème qui se passe et que quelqu'un va se permettre d'avilir l'image même de la femme africaine. C'est l'image de la femme africaine qui est en train d'être avilie. Et ces gens-là doivent reprendre les actes en principe. Parce que pourquoi les femmes européennes, les femmes maghrébines ne font pas ça? Et que c'est la femme africaine qu'on crée comme une chaîne. On va uriner sur elle. Non, j'ai suivi un post la dernière fois où il y a une influenceuse française, je crois, qui dit qu'elle reçoit aussi les justement, de propositions. Apparemment, ce sont nos sœurs africaines
Qui accepte? Bien facile. Celle dont tu parles, entre parenthèses, celle dont tu parles, mais elle a été, je crois qu'elle a été Miss, ou bien elle a été mannequin. Elle dit qu'elle reçoit de ces genre de choses pour elle fait des problèmes. Mais elle ne sait pas. On ne vous explique pas clairement. C'est une fois arrivé. Ouais, une fois arrivé, pourquoi céder? Travail. Le travail, là, on ne gagne pas la vie facile. Parce que ça, c'est le travail. Non, dites-moi, quel travail? Parce que ceux-là, vous allez voir, je suis mannequin, je suis esthéticienne, je suis coiffeur. J'ai ma boutique. Mais ces travaux-là. Est-ce que c'est ça qui leur apporte les rendus? Est-ce qu'avec ces travaux-là, est-ce que vous pouvez vous acheter ne serait-ce qu'une Mercedes? J'ai dit ça, est-ce que ça achète Mercedes? Quand vous êtes marié dans des grosses cylindrées, elles vont faire quoi pour avoir les grosses cylindrées? Allez manger caca pour avoir les grosses cylindrées. Quand vous prenez ça là, vous allez boire l'huile de quelqu'un, le caca de quelqu'un. Il faut voir l'image. Ça dit que le monsieur est en train de libérer certains esprits. Où on l'a recommandé, il faut aller faire ça pour maintenir ta richesse. Mais trouve quelqu'un sur qui tu vas faire ça et la personne est venue te trouver. Tu acceptes et tu sais aux autres parce qu'on te met l'argent comme ça. Et tu le vis avec cet argent, tu ne peux pas vivre avec cet argent-là. Une certaine milliard. Tout ce que tu as absorbé parce que tu as soufflé. Non seulement ça, il y a les animaux également. Il y a les animaux. Tout ce qui coûte cher, c'est avec les chameaux. Je n'ai pas. Oui, mais ça là, c'est des maladies que vous avez. Nous, les femmes africaines, c'est pas sur nous avec ce que nous présentons comme l'image de la femme à travers le monde entier. Et les gens se prennent. J'ai vu même des femmes qu'on a transformées en chiennes, on la met dans une cage. Et chaque matin, elle doit faire le nid d'un chien ou d'une chienne. Et celle-là qui nous fait en train d'applaudir. Pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent et revenir dire quoi à tes parents que voilà le travail que j'ai fait. Je suis allé faire des affaires. Personne ne m'a rien dit. Si ce n'était pas à cause de cette vidéo-là. Moi, j'ai suivi quelque part une femme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire elle a parlé comment, avant de mourir, elle a fait des révélations avec. Elle était avec un riche homme, là, dans l'hôtel. Il lui a dit, ils ont fini de faire la nuit, il dit, bon, je vais chier sur toi. Et je te donne cet argent. Elle dit, chier seulement, il n'y a pas de problème, le monsieur a déféqué sur elle. Il lui a donné 5 millions. Mais les millions là ne lui ont pas servi parce que quand elle est revenue à la maison, elle est tombée malade. Jusqu'à mourir. Tous les millions qu'on lui a donnés, 5 millions ont servi. Elle a payé le médicament, elle a produit tout ça, là, ça n'a rien fait. Donc, elle est morte comme ça. Ce sont ces gens qui se font. Quand quelqu'un fait sortir ces gens de choses sur toi, c'est qu'il libère. C'est vraiment triste. Merci à vous, Tchamouré, d'avoir participé à cette émission. Merci. Vous pouvez également, j'espère que jeudi prochain, les rendez-vous ne prendront pas le dessus. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi à partir.